Lorsque les premières missions habitées vers Mars furent un succès, plusieurs nations se lancèrent dans une course folle à coloniser le plus rapidement possible ce nouveau monde qui n'appartenait encore à personne. Les navettes, initialement utilisées, devinrent de véritables arches aux structures complexes contenant de véritables petits villages autosuffisants. Le sol de la planète rouge fut ainsi foulé par des milliers de personnes pendant près d'une décennie. Les bâtiments isolés devinrent peu à peu des colonies structurées et indépendantes de toute forme d'aide de la Terre. Puisque la plupart des communautés installées sur Mars étaient composées de scientifiques aussi brillants qu'ambitieux, il fallut peu de temps pour que chaque parcelle du sol et de l'atmosphère soit utilisée à donner à l'espèce humaine ce dont elle avait besoin. Les colons, dégoûtés par la politique et les éternels conflits sur la Terre, ne prirent pas longtemps avant de réinventer les façons de faire entre les nations fondatrices de cette planète porteuse d'espoir. Toutes les communautés s'unirent pour devenir l'Alliance. Cette dernière déclarerait peu de temps après son indépendance à la Terre. Cloîtrés dans les hautes tours les protégeant de la pollution et de la misère d'une population beaucoup trop nombreuse, les différentes élites politiques réagirent très mal à cette annonce et déclarèrent la guerre à Mars si elle ne rendait pas immédiatement l'utilisation de toutes ses ressources à la Terre. C'est à cette époque trouble qu'un groupe de mineurs firent une découverte qui altérerait à jamais l'histoire de l'humanité. Cachés sous des tonnes de roc sous la surface de Mars, ils trouvèrent un immense vaisseau spatial lourdement endommagé. Bien qu'il ait été partiellement détruit, la technologie que les scientifiques y trouvèrent s'apparentait à la nôtre et le dialecte utilisé par ces ordinateurs semblait être un amalgame de plusieurs langues utilisées sur Terre. Plus étrange encore, la configuration même du bâtiment avait quelque chose d'humain dans son organisation de l'espace et des objets l'occupant. Toutefois, aucun cadavre ne fut retrouvé. Le peuple de Mars décida de démonter pièce par pièce l'appareil pour l'utiliser. Tandis que des transports de troupes terriennes lourdement armées se dirigeaient lentement vers elle, l'Alliance tira profit de chaque nouvelle découverte découlant de leurs recherches sur le mystérieux appareil, et bientôt c'est l'ensemble des infrastructures martiennes qui se transformèrent pour en arriver à des sommets jusqu'alors largement impossibles pour l'espèce humaine. La construction d'une réplique parfaite de l'épave était même en cours et le mot courait qu'une carte avait été découverte dans les vestiges des systèmes de navigation. Lorsque les bâtiments de guerre dépêchés par la Terre arrivèrent en orbite de Mars, une évidence frappa de plein fouet le commandement. Jamais il ne sortirait ici vivant. Aussi bien à la surface qu'en rotation à des milliers de kilomètres du sol, de gigantesques structures complexes pointaient des canons de toutes les tailles dans autant de directions. Ils n'eurent d'autre choix que d'abdiquer devant la puissance insoupçonnée des défenses coloniales. Mars accueillit cette initiative avec une offre. Les forces terriennes pouvaient rebrousser chemin ou se joindre à l'Alliance, où on leur promit des ressources comme ils ne pourraient jamais en rêver pour devenir l'armée chargée de protéger ce nouvel Éden. Aucun soldat parmi les milliers envoyés à l'assaut de Mars ne décida de retourner vivre dans les bidonvilles à la surface de la Terre où leur vie était aussi contrôlée que misérable. Ici, ils pourraient avoir une importance, un logis décent et peut-être même fonder une famille. Les officiers désireux de rester fidèles à la Terre furent retournés dans l'un des appareils initialement destinés au transport de l'infanterie. Devant cette tournure des événements, les différents gouvernements terriens
accordèrent leur statut d'indépendance à l'Alliance. Celle-ci prit pour entente de ne jamais intervenir dans les affaires de la Terre si cette dernière faisait de même. Mars alla même jusqu'à proposer que ces scientifiques travaillent à trouver des solutions durables aux importants problèmes de maladies pandémiques et à la dégradation des sols et de l'atmosphère de la planète bleue, jadis si riche en formes de vie. En moins d'une décennie, l'Alliance prospéra, comme aucune civilisation humaine ne l'avait jamais fait dans son histoire. Le développement du territoire et des ressources suivait l'importante croissance démographique et les outils technologiques se raffinaient au point qu'il devint rapidement impossible que qui que ce soit puisse s'imaginer manquer de quelque chose. Bientôt, on réussit même à créer de grands dômes d'atmosphère et de gravité artificielle qui permirent à la population de vivre normalement à l'extérieur des bâtiments et des villes intérieures, comme leurs ancêtres en avaient déjà eu la possibilité dans un lointain passé. De plus, l'exploration spatiale se développa de façon effrénée et les voyages à l'extérieur du système solaire devinrent une réalité. C'est d'ailleurs durant la première mission scientifique extrasolaire que le vaisseau Regula 1 trouva la preuve que l'humanité n'était pas seule dans l'immensité du cosmos. Lorsque le bâtiment d'exploration se posa sur Pluton, les membres de la mission découvrirent que la planète naine avait été excavée et qu'un dédale de tunnels d'un diamètre souvent supérieur à 3 km menait à une caverne aux parois aussi lisses que le verre. Sa forme sphérique était en tout point parfaite d'un point de vue mathématique. Ce ne pouvait être l'œuvre de l'ordre normal des choses en physique. Au centre de celle-ci se trouvaient encore plus étranges 2 obélisques d'aspect métallique, hautes de plusieurs milliers de mètres, entièrement couvertes de symboles inconnus à l'homme. Après des mois à les étudier, les scientifiques découvrirent qu'il s'agissait d'une équation mathématique si complexe qu'aucun support informatique n'arrivait à la résoudre. C'est aussi à ce moment qu'on fit la découverte au sommet d'une crête rocheuse d'une structure pyramidale creuse à l'intérieur de laquelle se trouvait ce qui semblait être une gigantesque console de commande avec un unique siège aux dimensions tout aussi impressionnantes. Des journées d'analyse exhaustives permirent d'y retrouver les symboles présents sur les obélisques. Il sembla donc logique d'y entrer l'énigmatique séquence mathématique. Une secousse fit vibrer Pluton à l'instant même où le dernier symbole fut pressé, et ce qui avait toutes les caractéristiques d'un trou noir se forma entre les 2 obélisques en faisant des sons si stridents qu'une bonne partie de l'équipement explosa et la plupart du personnel perdit conscience. L'anomalie finit par se stabiliser pour former un rectangle parfait dont les structures sur les côtés lui donnaient l'aspect d'une porte, dont le noir était si profond qu'aucune lumière ne pouvait la percer. Une sonde y fut envoyée, et les images qu'elle retransmit sidérèrent l'équipe scientifique comme rien n'avait pu le faire auparavant. La sonde flottait dans l'espace où scintillait une toute nouvelle voûte céleste. Frappés de stupeur pendant un moment, ils finirent par réaliser que la sonde se trouvait tout près du plus grand trou noir jusqu'alors découvert. Elle avait voyagé jusque dans la galaxie NG300, située à plus de 6 millions d'années-lumière de la Terre. Ce fut le premier pas vers une autre phase de l'expansion de l'espèce humaine.